Bonsoir et bienvenue pour la suite de ce cycle de conférences consacré au projet urbain, ou plus précisément une interrogation, on peut dire, sur son évolution et son avenir à la lumière des enjeux et des pratiques contemporaines. On est très content de pouvoir accueillir ce soir pas seulement une conférencière, mais trois. Voilà, je vais lire Céline Aubagna, Alice Marin et Chloé Sanson, toutes les trois paysagistes et associées cofondatrices de l'atelier Roberta, donc qui nous proposent ce soir, pour cette conférence à trois voix, d'explorer ensemble le récit comme matière à projet, un peu comme l'intitulé, c'est l'intitulé de leur intervention ce soir, mais également l'approche du projet urbain par le paysage, que selon eux peut permettre la construction de nouveaux récits du territoire. Donc je vais, pour être bref, pas revenir longtemps sur leur parcours et leur production très riche déjà, même si c'est une jeune agence d'une dizaine d'années. Je peux évoquer, effectivement, il y a des prémices à l'École nationale supérieure des paysages où ça a commencé, mais aussi, on peut dire, juste évoquant, en passant rapidement, un parcours effectivement distingué avec les cœurs d'argent, par exemple, en 2021, dans les catégories espaces publics et paysagers pour leur travail sur la friche de la Belle Mai à Marseille, ou plus récemment en 2022, le palmarès du paysage. Je voulais simplement, pour conclure une introduction un peu brève, revenir sur l'objectif de ce cycle d'ouvrir ou développer un regard pluridisciplinaire, en citant encore les membres d'Atelier Roberta, qui disent, elles disent, si le paysage est à la croisée de compétences pluridisciplinaires, l'Atelier Roberta aime en être le catalyseur. Merci encore infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, merci. Bonsoir. Merci d'être là. On est, nous, ravis de participer à ce cycle de conférences. Et sur la question du projet urbain, on a donc essayé de réfléchir à rassembler quelques éléments à vous raconter aujourd'hui. Peut-être comme introduction, juste rappeler qu'effectivement, Atelier Roberta, c'est une agence de paysage, qu'on est donc trois paysagistes cofondatrices de cette agence, que ça fait aujourd'hui 10 ans qu'on travaille au sein d'Atelier Roberta, et qu'au cours de ces 10 années, on a eu l'occasion de travailler sur des projets d'échelle très diverses, et que nos réflexions sont nourries tant par des projets qui sont plutôt de type études de territoire, avec vraiment des grandes échelles, des échelles géographiques qui vont bien au-delà de l'échelle classique du projet urbain, mais aussi des projets de vraiment plus petite échelle. On a, alors plus au début d'Atelier Roberta, mais travaillé sur plusieurs installations où on est sur des très petites échelles, mais on a aussi la chance de pouvoir mêler la conception à la construction. Et puis des projets de maîtrise d'œuvre qui sont parfois aussi autour de projets de bâtiments. Et c'est vraiment l'ensemble et la diversité de ces projets qui nous a nourris et nous nourrit aujourd'hui dans les projets urbains qu'on est désormais amenés à travailler. Donc aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était parler avec vous de projets urbains au sens large, c'est-à-dire pour nous, ça intègre aussi des projets qui ne sont même pas toujours en milieu urbain, mais qui ont un rapport avec la fabrication de la ville et notre façon d'habiter le territoire.
Oui, donc vous allez voir ce soir qu'on essaie surtout de vous partager des outils qu'on a pu mettre en place, mais aussi une démarche qui se déroule depuis le début de l'atelier. Et en préparant la conférence et en cherchant ce qui reliait les projets urbains sur lesquels on a pu être amené à travailler, comme Alice le disait, d'échelles vraiment très variées, de contextes extrêmement différents, on s'est rendu compte que ce qui est finalement leur dénominateur commun, c'était une certaine attitude qu'on pourrait appeler l'élaboration d'un récit, en fait, ou en tout cas la fabrique d'un fil conducteur pour inscrire tous ces projets dans une histoire, dans un contexte. Il faut dire que voilà, on est paysagiste, donc on a une approche du projet qui est sans doute un petit peu différente. On a une grande pratique du terrain et pas mal de travail en atelier de manière presque un peu artisanale. Et on travaille aussi, enfin, on accorde une importance très importante à la phase de diagnostic, en fait, qui est pour nous le moment où les choses commencent à se concrétiser et où c'est à la fois une dimension très objective par une approche de la cartographie, mais aussi une dimension subjective et aussi même sensorielle, en fait, comment on vit les sites, comment on les pratique. Et c'est finalement le moment où, à partir de ces deux approches, on essaie de faire émerger l'histoire, le fil conducteur du site, son récit. Et pour nous, en fait, trouver l'histoire du site, c'est aussi trouver la grande histoire, mais aussi la petite histoire, et même se raconter une histoire de façon sensible, personnelle, mais aussi c'est une manière de partager le site, on se disait même de l'amadouer parfois, de trouver vraiment un biais pour l'aborder et aussi de le partager avec les gens avec qui on va être amené à faire du projet, que ce soit les urbanistes, nos maîtres d'ouvrage, mais aussi les habitants. Donc ce soir, on a essayé de vous montrer une variété de projets sur lesquels on a pu travailler. Vous verrez certains plus urbains que d'autres, mais ça nous semblait important. Ces exemples, ces projets nous semblaient assez emblématiques du travail qu'on a pu mener depuis le début de l'agence. Donc on les a quand même rangés en trois grandes familles. Bon, vous verrez, les titres sont un peu énigmatiques, vous découvrirez au fur et à mesure de la présentation. Donc, le premier, on l'a appelé le récit géographique. Donc on vous présentera 2 projets qui l'illustrent. Puis ce qu'on a appelé la cohabitation poétique. Et enfin, le dernier chapitre, le récit d'Émile. Je vais, moi, commencer par vous présenter le premier chapitre qu'on a appelé le récit géographique. Donc, autour de deux projets... alors, ça ne marche pas. Si, t'appuyez pas assez fort. Le premier projet, c'est le projet de la Grange-le-Roi. Donc, c'est le projet qui est peut-être le moins apparenté directement à un projet urbain, mais vous verrez par la suite, c'est un projet dans la démarche qui est assez particulier, mais qui illustre assez bien notre attitude et qui finalement se retrouve au cœur d'enjeux extrêmement métropolitains. Donc, le site, c'est un domaine constitué d'un parc et son château du XVIe siècle, un domaine de 55 hectares qui est en friche à peu près depuis 30 ans. Donc un endroit assez mystérieux, assez dégradé aussi, qui se trouve en Seine-et-Marne, sur le plateau de la Brie, donc à proximité de Brie-contre-Aubert. Donc ça, c'est voilà, le domaine. Alors ça a bougé c'est pas très grave. Donc on est adossé à la forêt de Coubert, on est en haut du plateau et on est en haut de la vallée de la Brie. Je ne vois plus la flèche, voilà, qui se trouve en contrebas. C'est un domaine donc qui a perdu un petit peu son intégrité depuis le début un peu des années 80 par l'apparition de
la ligne à grande vitesse qui a coupé le domaine de son territoire, et notamment le territoire un peu plus au nord relié à une forêt. Finalement, c'est un site qui a aussi été dénaturé dans les années 90 par un projet de golf, comme il y en a eu pas mal en Seine-et-Marne, et qui a véritablement ruiné le projet, notamment par l'apport de terres polluées de Bercy et du Stade de France. Donc le site a été... la terre végétale a été vendue, il y a eu tout un projet pour faire des bunkers de golf et des petites buttes. Ils ont conservé quand même le château, qui était un peu le cachet du site, mais après, il y a toute une nouvelle topographie qui a été fabriquée avec des terres polluées. Le projet s'est réalisé en partie, et puis voilà, c'est resté en friche pendant une vingtaine d'années. Donc, on voit des images là du site, donc au début des années 80, et puis l'arrivée de la LGV avec un territoire qui s'enfriche petit à petit et qui devient un peu un cul-de-sac sur le plateau, en fait, et des éléments comme une grande perspective qui se retrouve bouchée. Donc on a une perte un peu des éléments caractéristiques de ce domaine. Et donc c'est là que nous arrivons, appelés par la SAFER Île-de-France, qui est un organisme, je ne sais pas si vous connaissez tous, qui s'occupe du foncier agricole, qui s'occupe de fixer les prix du foncier, mais qui a aussi une action pour maintenir l'agriculture en Île-de-France et combattre la disparition des terres agricoles. Et la SAFER s'est retrouvée propriétaire du site et avait en tête de mettre en place un projet pilote pour le mettre en agriculture, parce qu'en Seine-et-Marne, et comme dans pas mal d'endroits en Île-de-France, il y a un problème lié au merlonnage, c'est-à-dire des terres agricoles qui sont perdues pour accueillir des déblais, des projets de l'ensemble de l'Île-de-France. Donc en fait, les agriculteurs reçoivent des rentes pour accueillir des tas de terres sur leurs terres, et c'est plus rentable que de les cultiver. Donc il y a pas mal d'endroits en Seine-et-Marne, notamment pas très loin du site de la Grange-le-Roi, à Brie-contre-Robert, où il y a la fameuse butte de Brie. C'est pas celle qui est en photo, mais c'est à peu près la même chose. C'est toujours des paysages de tas, donc dessinés par des logiciels qui calculent les pentes maximum, et puis on entasse les terres, et puis le dessus c'est plat en fait, des espèces de grosses galettes. Donc la SAFER voulait avoir une action un peu exemplaire de compensation, à la fois disons que leur idée sur le site était d'essayer de dépolluer le site par un principe de confinement, c'est-à-dire recouvrir les terres polluées du Golfe par un apport de déblais inertes, ceux qui constituent en général l'État, et de remettre le site en agriculture, en fait, pour compenser la perte de territoire agricole. Donc l'idée était de faire là un projet un peu exemplaire, c'est-à-dire restaurer le domaine et refaire de l'agriculture. Et donc ils ont fait appel à nous pour faire une esquisse topographique, se rendant bien compte que le tas, ça n'allait pas très bien passer avec le château, et qu'ils avaient quand même quelques instances à qui il fallait qu'ils rendent des comptes, et que du coup ils avaient vraiment besoin d'un projet et de concepteurs pour dessiner. Donc voilà, je passe assez vite, mais c'est pour montrer que c'est un site qui s'est retrouvé à évoluer beaucoup. On a en vert clair les espaces ouverts du site originel, puis du projet de golf, puis de l'enfrichement progressif jusqu'à la friche sur l'ensemble du domaine, et puis l'idée de refaire un espace agricole. Ce qui est en orange, c'est l'agriculture, donc un espace ouvert à nouveau. Donc c'est des changements quand même assez forts de paysage. Donc dans notre travail, nous on a commencé à regarder un peu comment trouver une accroche là-dessus, comment on pouvait amener une nouvelle géographie, des apports de terre importants, et comment on allait pouvoir travailler ça. Donc on a étudié les cartes historiques, regardé finalement les permanences au fur et à mesure de toutes ces évolutions, qu'est-ce qui était resté en fait du site de départ, et qu'est-ce qui s'imprimait dans le paysage au fil des années, notamment un grand axe orienté
nord-est, et puis un système de douves, plus que le château qui, lui, avait changé de place. Et puis une autre référence, celle de l'art des jardins, en fait. Là, c'est les buttes Chaumont en chantier, mais nous, on a dans notre culture de paysagiste des projets d'art des jardins qui mobilisent des mètres cubes et des millions de mètres cubes de terre et qui n'avaient pas de problème pour y aller fort avec la topographie, en fait. Donc on a étudié pas mal de projets un peu iconiques pour se dire aussi jusqu'où on pouvait aller, comment on pouvait pousser le curseur. Et ça, c'est le projet de topographie, en fait, sur lequel on a finalement fixé aussi des règles du jeu pour paramétrer le projet. Donc on s'était dit, il y a toujours cet axe qu'on est obligé de conserver, qui est vraiment l'axe de composition majeur. L'autre point, c'était de multiplier les sommets pour ne pas avoir une perception frontale de la nouvelle topographie, mais toujours la percevoir dans un système plus complexe, d'avoir les sommets les plus hauts à l'arrière-plan, d'avoir une perception un peu différée de la topographie, d'avoir des pentes cultivables, puisque l'idée, c'était aussi de le mettre en agriculture, et de démontrer la capacité d'accueil du site. Donc on arrivait sur cette esquisse à 6 millions de mètres cubes, donc ce qui est pas rien. Enfin, nous, c'était le début de l'agence, ça nous a frayé un petit peu. On nous annonçait aussi 10 ans de chantier, 100 camions par jour. Bon, c'est... Donc on voit sur la coupe en gris clair, en fait, la topo existante et la topo projetée, en fait. Mais bon, l'idée, c'était quand même de rester sur des pentes cultivables, donc on n'est pas non plus sur... En fait, ce qui faisait peur aux gens, c'était le million de mètres cubes, mais pas non plus pardon, je reviens en arrière. Finalement, la topographie n'était pas si impressionnante. Ça, c'est des images du projet, donc on voit le traitement de l'axe. Donc c'est des images, c'est pas des paires, c'est des images de principe, hein, mais sur l'axe, l'idée, c'était de retravailler l'axe historique comme un glacis, c'est-à-dire de relever la perspective pour la réorienter vers le ciel, parce qu'on n'était plus en mesure d'avoir un axe vers le grand paysage. Mais du coup, là aussi, c'est en allant chercher des outils de l'art des jardins qu'on a mis en place ça. Ça, c'est des vues depuis le haut vers le château. Des espaces où là, l'idée, c'était de remettre en route aussi tout le circuit hydraulique du parc, des espaces un peu plus de nature, et puis des vues de l'insertion de ce nouveau paysage presque un peu collinaire au sein de la géographie du plateau qui, elle, est assez plate, en fait. Mais l'idée, c'était de se dire c'est un nouveau paysage, une nouvelle géographie qui doit s'articuler avec sa géographie d'accueil, en fait. Donc là, des images du projet. Et puis, voilà, on en arrive au chantier. Donc, finalement, tout est allé beaucoup plus vite que prévu. Le site est devenu un site d'accueil pour le Grand Paris Express, ce qui a considérablement accéléré le temps de chantier prévu. On a dû mettre en place des systèmes de ce qu'ils appellent des casiers, enfin des sortes de grands merlons qui retiennent les boues pour empêcher qu'elles se... Donc tout le socle de la nouvelle topographie, en fait, est constitué de boues du tunnelier qui vont s'empiler les unes après les autres. Donc ça, c'est les premières images de la nouvelle topographie avec une terre de culture qui est mise en place sur le dessus. Et puis, voilà, les premières vues après ensemencement de ce nouveau paysage dédié à l'agriculture, enfin en tout cas le pâturage. Au départ, il y a eu un projet de plantation de noyers qui a été abandonné, mais bon, ça reste une vocation agricole. Ce qui est intéressant, pour nous, dans l'idée de cet enjeu métropolitain, c'est que finalement, c'est un site qui est au fond de la Seine-et-Marne et qui se retrouve avec des terres de Bercy et du Stade de France qui l'ont pollué et qui se retrouve à nouveau à mobiliser dans un circuit beaucoup
beaucoup plus large, à accueillir des terres qui vont venir de Shell, de je ne sais pas quelle gare du Grand Paris Express. Donc voilà pour le premier projet. Le second, on est un peu plus près d'ici, à la Courneuve, dans le secteur des 6 routes, qui est un carrefour routier qui se trouve près de l'autoroute A1. Là, on a ici la voie ferrée du RER B, et puis la cité des 4000 nord et sud, et le parc Georges Valbon qui se trouve au nord. Donc c'est un projet sur lequel on a été missionné par la SEM Pleine Commune pour aménager les espaces publics de la ZAC des 6 routes, qui est dessinée en rouge ici. Donc c'est un contexte, c'est un secteur qui change très vite, puisque il est au cœur d'une future gare du Grand Paris Express, et les espaces publics sont constitués de ce qu'on pourrait appeler des délaissés routiers, en fait, parce que c'est des routes. On n'est pas dans un contexte, enfin on est dans un contexte urbain, mais avec un paysage très routier, de type plutôt gros carrefour, enfin où on n'a pas de comment dire, d'espace public urbain. Enfin. Et donc on arrive après un plan guide qui a été fait par l'agence TVK, et donc nous on doit réfléchir aux espaces publics et les dessiner, les concevoir et puis les mettre en œuvre. Mais on est arrivé là, et pour nous c'était difficile de trouver une accroche sur ce territoire-là. En fait, on avait du mal à imaginer comment trouver un peu une programmation pour ces espaces publics. On avait l'impression de ne pas avoir de prise sur ce territoire qui était de fait très routier, et sans forcément, même s'il était à proximité de territoires de vie, très peu pratiqué. Donc on a, là aussi, c'est dans ces moments-là que le diagnostic est important, et on a commencé à travailler, à faire des recherches en carto, à remonter le temps et essayer de trouver comment s'accrocher dessus. Là, c'est les années 70, on voit nettement le dessin de ce secteur des 6 routes en étoile, donc avec la construction là du parc Georges Valbon. L'autoroute A1 en jaune est déjà construite. Si on remonte un peu plus, on arrive dans les années 20, où là, c'est très différent. On voit qu'on est à la limite d'un territoire agricole et maraîcher, mais aussi surtout qu'on a des cours d'eau qui n'étaient pas là, enfin, qui ont disparu aujourd'hui, mais qui marquaient relativement le territoire. Et lorsqu'on regarde même un peu plus loin, ça c'est la carte de la baie de la Grive, on voit qu'on est vraiment dans un territoire de marécage, que l'identité de cet endroit-là, c'est vraiment l'eau et une plaine humide. Et puis, si on regarde les structures, en fait, on s'aperçoit aussi que si on regarde la structure géographique, enfin la structure d'origine avec ces 2 cours d'eau qui marquent le territoire et cette grande orientation nord-ouest-sud-est, on voit que désormais, en fait, les infrastructures prennent une telle importance qu'on a presque une inversion des structures du territoire, et presque une disparition de la géographie, en fait. Ça, c'est un extrait de l'Atlas des paysages de Seine-Saint-Denis, où c'est des endroits où les paysages sont qualifiés d'ennuyeux, où ils parlent même carrément par ennui de la rénovation urbaine. Mais c'est vrai que pour nous, cette banalité, elle naît aussi de ce manque de paysage, en fait, ce manque d'accroche, ou en tout cas de lien. Enfin, c'est vrai que parfois on pourrait être complètement n'importe où ailleurs, très difficile de trouver des repères. Donc on a essayé d'en chercher. On en a trouvé notamment sur le site avec cet objet assez incroyable qui se trouve là aussi au milieu de la cité des 4000, donc le moulin Févon, qui est un espèce d'objet
un peu pittoresque qui a attiré particulièrement notre attention, d'autant qu'il y a une association d'artistes qui l'occupe depuis à peu près 40 ans et qui anime le quartier, qui le fait vivre et qui, pour nous, commençait à être un premier point pour bâtir l'histoire. Ce qui est important aussi, c'est que c'est un des points qui était presque une des permanences. Je vous ai parlé de ça pour la Grange-le-Roi, mais là c'est pareil, quand on remonte dans le temps, voilà, le moulin Févon, il était déjà là sur la carte de la baie de la Griffe. C'est presque le seul point qui était le point le plus ancien du territoire. Donc nous, on a envie là aussi de raconter une histoire autour de ça. Et puis parce qu'il parle de l'eau et de tout ce rapport, de tout ce paysage qui a disparu en fait. Ça, c'est une image de Hubert Robert que nous a évoqué l'artiste Monty Laster qui nous a reçus dans le moulin. Mais parce qu'il trouvait que ça ressemblait, ça lui évoquait le moulin. Et voilà, ça a commencé à nous raconter pas mal de choses, en fait, cette idée du pittoresque et comment, presque comme un défi, on pouvait essayer de tirer ce fil du pittoresque au milieu de la Courneuve, dans un territoire où il n'y a rien de tel. Et on a commencé, là aussi, à aller regarder... du côté de l'art des jardins, notamment, ça faisait écho chez nous au parc paysager du 19e siècle qui souvent fabriquait une nature un peu exacerbée à partir de territoires qui n'étaient pas forcément naturels, mais il y avait comme une sorte d'exacerbation de la nature. Et donc, on trouvait ça intéressant sur ce paysage très artificiel qui n'a plus de géographie, ou en tout cas qu'on a une nouvelle avec l'autoroute A1, d'essayer de tirer ce fil-là, en fait, et de commencer à bâtir une histoire qui pouvait même jouer de ces ambiguïtés entre le naturel et l'artificiel. Là, cette carte, elle montre que l'autoroute A1, finalement, par ses talus et par le fait qu'elle est en limite avec le parc de la Courneuve, finalement, c'est aussi la limite d'une grande entité paysagère et que c'est quelque chose sur lequel on peut aussi s'adosser et commencer à fabriquer le projet. Ou le talus de l'autoroute, pourquoi pas s'en servir comme d'un décor ou comme une sorte de nouvelle géographie sur laquelle appuyer le projet. Cet endroit-là, on l'a baptisé le vallon de la Hain, mais on s'est dit, voilà, c'est un endroit où on peut commencer à raconter des choses, à essayer d'élaborer une histoire hybride entre un paysage naturel, un paysage artificiel, et comment le récit peut faire le ciment et le lien de tout ça. Voilà. Et pour finir, un collage de la tour Entrepose et du parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville, mais où l'idée de se dire on amène une image très forte et on l'étire pour trouver ce récit, trouver ce lien pour habiter les espaces publics de ce nouveau quartier, et notamment comment incarner un parc et des nouveaux espaces publics et assumer une nouvelle géographie. Donc Chloé vous a raconté comment le récit pouvait passer par parfois l'interprétation, parfois même l'imagination d'une géographie. Dans d'autres cas, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément par le site dans sa géographie, mais plutôt le site dans sa capacité à rassembler des usages, des univers très différents les uns des autres, et à les faire cohabiter de façon poétique, d'où le titre proposé. Ici, un premier collage de Jacques Simon, que j'espère que vous avez la chance de connaître. Mais donc, cet exemple, comme celui-ci, qui sont issus de son ouvrage qui s'appelle « Détournement des grands paysages », parce que pour nous, ils illustrent très bien la façon d'essayer de trouver dans ces cohabitations d'usage une certaine poésie au site et un vecteur de récit pour y faire projet. Donc, je vais vous présenter parler de deux projets. Un premier qui s'appelle Cap 18,
qui se situe donc à Paris, dans le 18e arrondissement, qui se situe donc, qui est cette poche ici, donc juste sous les boulevards Maréchaux, entre la porte de la Chapelle et la porte d'Aubervilliers, juste au nord des voies ferrées de la gare de l'Est, et qui est en fait la dernière zone d'activité active à Paris. C'est la dernière, mais elle n'est pas du tout anecdotique, puisqu'il y a environ 200 entreprises, ou 150 entreprises, pardon, qui sont encore actives sur le site, et pas loin de 2000 emplois encore aujourd'hui sur place. Cet espace, du coup, permet, quand on y pénètre, de découvrir des paysages tout à fait atypiques pour Paris, et puis évidemment toute une activité liée aux questions de logistique et même de production qu'on a peu l'habitude de voir dans les espaces extérieurs parisiens. Mais c'est aussi par justement la juxtaposition de ces différents éléments et par l'inhabituel que cet espace prend parfois des aspects presque exotiques et précieux qui nous semblait intéressant de conserver. Donc, excusez-moi, je crois que j'ai oublié de vous préciser, mais que c'est une étude qui nous a été confiée par la direction de l'urbanisme de la ville de Paris, avec ACLA, urbaniste mandataire, et qui nous demandait de réfléchir au futur de ce site qui se retrouve dans un secteur en pleine mutation, puisqu'on a la porte de la Chapelle qui est en pleine transformation, le parc Chapelle-Charbon qui est ici construit dans sa première phase, et la ZAC Chapelle-Charbon avec de nombreux logements qui arrivent juste à l'ouest du site Cap 18, mais aussi tout le nouveau quartier de la ZAC Hébert qui lui aussi va être plein de nouveaux logements. Et ce site de Cap 18 qui est comme une enclave au milieu de ces différents éléments, qui est comme un isolat qui répond en fait à un système qu'on trouve de façon assez marquée dans tout ce nord parisien, où l'urbanisme s'est fait un peu sans transition entre les différents éléments. Ça crée des choses intéressantes en termes de paysage et de vue, très inhabituelles, des éléments aux tailles et aux silhouettes incongrues et qui deviennent vite repères urbains et ponctuent ce qu'on peut parcourir, enfin ce qu'on peut découvrir depuis le site de Cap 18, qui nous ont semblé être absolument à référencer et à tenter de conserver, tout en imaginant comment ce site pouvait être retravaillé pour essayer de conserver une partie de son activité dans une idée de ville productive, puisque c'est des nouvelles notions qui étaient questionnées au sein de la ville et qui nous semblent tout à fait pertinentes sur ce site, et comment ce site pourrait être ouvert à la ville tout en gardant donc une partie de son activité, mais aussi ses qualités de paysage qui sont dans les vues qu'il offre et les rapports de juxtaposition avec les éléments de paysage qui l'entourent. Ici, une coupe qui montre, c'est une coupe nord-sud qui montre comment, depuis en gros le parc Chapelle-Charbon au nord jusque vers les faisceaux de la gare de l'Est,
le site Cap 18 s'est constitué en travaillant de façon totalement artificielle une topographie qui permettait d'avoir en gros un système de double rez-de-chaussée, des bâtiments qui pouvaient avoir des rez-de-chaussée et sur une rue haute et sur une rue basse, et donc de multiplier les possibilités de logistique. Donc tout ça a été conçu dans des préoccupations très techniques, mais créer des espaces qui pourraient devenir des espaces publics de qualité tout à fait inhabituelle. Et donc notre étude, des débuts de réflexion nous a mené à se questionner sur comment à la fois ouvrir ce site à la ville dans ses façons de le traverser, dans ses façons de le vivre, dans une perméabilité pour le végétal et la gestion pluviale, tout en y gardant l'activité et les spécificités de ce lieu. Ici, donc les premières réflexions où on s'est demandé comment, sur cette rue haute, par exemple, on pouvait imaginer configurer un espace public qui, à la fois, laisserait de la place aux gyrations de la logistique, mais aussi créerait des véritables placettes avec ces vues sur les repères urbains qui ponctuent l'alentour, et créerait une place pour le végétal qui pourrait prendre une dimension probablement nouvelle dans l'espace public, peut-être avec des éléments plus massif, mais capable de résister aussi à cette cohabitation un peu atypique entre de l'activité, du logement, du commerce. Le deuxième projet sur cette question de cohabitation poétique dont on voulait vous parler, c'est le projet de Sevran. Donc Sevran, c'est une commune qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Paris au nord-est, sur lequel on mène en ce moment une étude pour Grand Paris Aménagement avec les urbanistes TGT-FP. Le site sur lequel on travaille, c'est le site de la plaine de Monceleux que vous voyez ici, qui est donc un reliquat agricole pris dans l'urbanisation, où on peut reconnaître aisément les grands ensembles qui se sont développés sur Sevran, sur la partie ouest du site, et puis les nappes de pavillonnaires de la ville de Villepinte qui se développent sur la partie est de la plaine. Et plus au sud, des liaisons en espace naturel qui continuent à exister sur la partie sud et créent un lien précieux avec ce qui est le parc de la Poudrerie, donc un des ensembles forestiers importants juste à proximité. Ces cartes montrent comment cette plaine de Monceleux peut même être identifiée comme dernière petite poche qui s'est retrouvée totalement séparée de la couronne agricole du nord-est parisien, mais par contre joue une place qui peut être cruciale dans ce qui a été envisagé comme l'arc paysager, qui est une continuité souhaitée et développée par le territoire entre des grands éléments naturels qui sont le parc du Saussay au nord et le parc de la Poudrerie au sud. Aujourd'hui, le site ressemble à ça, donc il a déjà un côté très collage, effectivement par la silhouette des grands ensembles et l'étendue de cette friche agricole qui a la richesse d'offrir de l'espace. Tout d'un coup, une sensation de grand espace, de rapport au ciel et à l'horizon, et même de rapport géographique, puisqu'on a les coteaux de l'Aulnois qu'on découvre ici sur cette photo, et qui nous semble évidemment être une valeur précieuse de ce site à maintenir absolument.
Ici, un croquis de l'équipe précédente, qui était composée des urbanistes Lynn et du paysagiste Michel Desvignes, qui a posé les bases sur lesquelles on a continué à travailler, qui était de maintenir cette sensation d'ouverture de la plaine en urbanisant ces franges et en contenant cette urbanisation par une sorte de cordon boisé de part et d'autre. Le projet à l'époque était de constituer et même était dit de sublimer le vide par de très grandes pièces d'eau. Il faut savoir que ce site, avant qu'on travaille dessus, devait recevoir une vague de surf. Les changements sociétaux, environnementaux et économiques ont fait que ce projet a été remis en question et on a travaillé à l'évolution du projet urbain par le principe d'imaginer que cet espace vide serait conservé par un parc qui garderait une dimension agricole. Donc cette photo du Grand Ouest américain et de la capacité grandiose de ces espaces à pouvoir magnifier l'horizon, par exemple. Donc évidemment, on est sur une échelle francilienne, des choses beaucoup plus petites, mais où néanmoins, cette poche aujourd'hui constitue un espace précieux pour pouvoir donner cette sensation d'espace et la conserver au sein du projet. Encore un collage pour parler de Jacques Simon, toujours pour parler du fait que c'est dans cette proximité en fait d'usage du logement, des infrastructures et de l'agriculture qui nous semble qu'on peut construire un projet urbain intéressant et qui garde les qualités et la poétique de ce site. Ici, juste les grands principes sur lesquels le projet est en train de se construire, mais donc comment le paysage doit permettre que l'urbanisation qui se fait sur une partie néanmoins conséquente du site doit limiter et marquer une façon de regarder le paysage qui fait que son centre sera conservé en imaginant évidemment des transitions et des liens avec le tissu urbain existant, en imaginant des séquences d'espaces publics qui ponctuent les rapports entre l'urbanisation existante et le parc et créeront les futures entrées du parc et évidemment les continuités verte dont on parlait vers le parc de la Poudrerie et de la Friche. Ici, c'est juste les premières illustrations qui ont été faites pour raconter comment cet espace qui ne serait plus donc une grande pièce d'eau pourrait néanmoins, par son paysage, jouer de la présence de l'eau en gérant les eaux pluviales du site et en les combinant avec des questions environnementales et une présence ludique et d'équipement sur ces abords. Comment d'autres parties pourraient être gérées de façon beaucoup plus extensive avec une présence agricole qui pourrait être sous la forme de pâturage et maintenir ces impressions de grande ouverture et comment le maraîchage pourrait aussi retrouver place avec un partenaire existant sur place qui est l'association Aurore qui travaille sur du maraîchage à Sevran aujourd'hui, qui a évidemment un but de production, mais aussi un but d'insertion sociale et qui donne des pistes sur comment cette dimension agricole peut cohabiter sur ce territoire.
Donc le troisième chapitre, c'est celui qui s'appelle le récit d'Émile. Donc on a la chance de travailler en parallèle sur 2 projets d'Émile Aillot, qui sont la Cité de l'Abreuvoir à Bobigny et la Cité de la Noé à Chanteloup-les-Vignes. Donc Émile Aillot, j'imagine que vous avez dû en entendre parler, c'est un architecte qui a énormément construit après-guerre, des milliers de logements, et qui avait la particularité de se détacher, de ne pas se revendiquer du mouvement moderne et de la charte d'Athènes, et d'avoir une démarche propre et une façon de concevoir le projet urbain assez singulière et assez personnelle, avec un travail formel très reconnaissable. Il a construit un peu dans toute la France, et donc ces cités, vous les connaissez sûrement, avec ces formes de bâtiments surdimensionnés en forme de serpentin, les tours-nuages, la Grande Borne à Grigny. Bon, je pense que vous avez dû entendre parler de ces projets. Et donc, voilà, on avait envie de vous raconter un peu comment, à partir de 2 projets assez forts en termes de formels, on va dire, de projets urbains, on a 2 récits de projets propres qu'on s'est construits chacun. Je vous lis une petite citation d'Émile Aillot. La création d'une ville est un peu de l'ordre du roman. Brusquement, des idées vous viennent. Et si la place était ronde, qu'on ne puisse voir par où s'en sortir? Et si, là, cette rue tournait? Le soir, au coucher du soleil, cette façade serait belle si elle était verte. C'est comme une série d'histoires que l'on se raconte, un long récit. Donc le Chanteloup-les-Vignes, la Cité de la Noé, c'est une commande publique. On est mandataire, on travaille sur les espaces publics pour Paris Sud Aménagement. Et bon, voilà une image de la cité à la construction. Chanteloup-les-Vignes, c'est un village de 2500 habitants en 1969. Et donc le projet représente 2500 logements. Donc la population va quadrupler en 10 ans, et bon, on peut imaginer que la greffe est un petit peu compliquée. Voilà le village d'origine et le projet d'Aillot qui s'installe en pied de coteau. Ce projet, Aillot l'a voulu bâti autour de grands espaces minéraux, de grandes places, avec donc une série de grandes places, beaucoup d'espaces piétons, des parkings relayés en périphérie, et ces espaces volontairement assez minéraux qui se veulent des espaces de rassemblement, de vie, de voisinage, de grande convivialité, avec des objets posés au milieu des places. Il y a une grande place accordée à l'art dans les projets d'Aillot et à la couleur sur les façades notamment, où il travaille avec Fabio Rietti sur la plupart de ses projets. Donc voilà quelques ambiances de l'époque. Voilà. Et puis des références nobles empruntées à des projets iconiques italiens. Donc ici la place du Capitole, qui est une référence pas du tout déguisée pour la place de la Coquille qu'on voit ici. Donc il y a une très forte ambition d'Aillot sur ces espaces publics. Il y a une qualité dans les matériaux de sol avec du marbre blanc ici, des pavés de pierre. Mais le projet va très mal vivre. Il va avoir, le quartier se dégrade fortement, et pour des raisons qui ne sont pas toutes dépendantes du projet d'Aillot. Et donc il y a une première opération en rue. Donc beaucoup de démolitions. Là, c'est la même place de la Coquille après la réhabilitation. Donc il y a une dégradation générale des espaces, et puis il y a finalement l'impression il y a beaucoup de démolitions, donc on se retrouve avec des immenses espaces un peu dilatés. Les façades sont isolées par l'extérieur, donc tout le travail sur la couleur disparaît, et c'est un enduit assez terne en fait qui recouvre tous ces bâtiments. Donc voilà, on a cette sensation un peu d'espace éventré, de vide. Et puis évidemment, toute cette place, dans un contexte de desserte en transport très, très faible, elle est réquisitionnée pour les parkings. Donc voilà,
projet qui ne vit pas très bien. Et donc nous, quand on commence le projet, on hérite de ce récit d'Ayo très dégradé, d'un autre récit, une autre fiction qui est celle du film La haine. Bon, je pense que vous, en tant qu'étudiant, ce film vous parle peut-être pas autant qu'à nous, mais pour notre génération, c'est vrai que c'est un film un peu culte qui a porté à la connaissance ces problèmes des banlieues, des quartiers difficiles, des cités. Et donc il se trouve que la cité de Lannoy, c'est le décor, ça a été tourné, La haine a été tournée là-bas. Donc il y a quand même cette image là qui en fond, qui est présente dans notre imaginaire malgré nous. Et on hérite aussi d'un autre récit qui est celui des urbanistes du studio Sana Baldé, qui a fait un plan guide sur le quartier pour notre maîtrise d'ouvrage. Et donc on travaille aussi avec cette nouvelle réflexion, cette trame d'espace public. Donc on travaille sur différents secteurs au sein du quartier qui ne sont pas tous reliés entre eux, mais voilà, il y a un enjeu de vision globale à prendre en compte. Et donc évidemment, nous, quand on va sur site, on a toutes ces histoires en tête. Et ce qui nous frappe en allant sur place, c'est pas tellement cette ambiance de ghetto qui a pu être un peu véhiculée par tout cet imaginaire, mais c'est plutôt cette géographie en fait qui est assez forte sur site, avec une cité sur un coteau plein sud dans une boucle de la Seine. Et donc vraiment une situation géographique assez privilégiée, avec des vues très belles sur l'horizon, voilà, comme on voit ici. Et donc cette envie pour nous de partir aussi de ce socle, en fait, comme Chloé l'a un peu expliqué dans son récit géographique. Ici, on a eu envie de convoquer aussi ce qui sous-tendait l'installation de ces bâtiments monolithiques, cette géographie. Donc, première intention de projet, c'était tout simplement de se dire, partout où on peut, on va dessiner des balcons, appuyer ces courbes topographiques, retrouver des pentes, des socles, des esplanades et venir, des podiums, des estrades, et venir un peu affirmer ces vues, ces horizons et asseoir ces espaces publics dans cette topographie. L'autre sujet qui est inhérent au plan guide, c'est la question du maillage d'espaces publics. Donc tous les secteurs sur lesquels on travaille, qui sont à peu près tous ceux qui sont jaunes et ces grandes poches vertes, ils sont liés à des équipements scolaires. Il y a une politique de la ville très forte en matière d'équipements publics scolaires. Et donc il y a une idée un peu de programmation de ces espaces d'animation des parcours et de lien entre tous ces parvis scolaires. Et troisième chose, on est paysagiste, donc c'est vrai que ça paraît bateau de dire ça, mais évidemment le végétal, c'était un outil de projet assez puissant à Chanteloup parce qu'on ne bâtit pas, mais en fait tous ces espaces un peu éventrés, un peu dilatés, on a eu envie pour nous, le végétal est un outil de composition spatiale hyper puissant et nécessaire ici. On est dans un contexte on part toujours du principe qu'il faut planter des arbres parce que le réchauffement climatique, l'îlot de chaleur urbain, etc. Mais c'est pas seulement un outil bioclimatique, évidemment. Ici, il y a il y a un rôle de composition spatiale très fort. Voilà une maquette de cet enjeu de canopée assez développé à travers tous ces espaces. Et puis voilà un exemple d'un des secteurs qu'on a traité avec ces jeux de topographie qui viennent surligner les courbes de niveau, un enjeu d'apaisement des voiries avec ici une petite polarité urbaine nouvelle, voilà, la liaison piétonne, les ourlets végétaux. Et puis ici, encore une fois, cette mise en valeur des situations un peu ici en estrade avec des longs gradins qui ouvrent des vues vers le sud. Et puis on est sur le parvis du collège, donc qui est aujourd'hui un rond-point avec un parking. Donc il y a vraiment un sujet d'animation de cet espace et tout simplement d'équipement aussi des espaces publics.
On a un sujet d'inclusion aussi. L'idée, c'est pas de coller des city-stades partout pour que les gens s'amusent dans l'espace public. Il y a vraiment une idée de réflexion fine sur cette programmation. Comment amener les collégiens à s'installer ici, à être dehors, à investir tous ces espaces. Le deuxième site, donc c'est la cité de l'Abreuvoir à Bobigny. Là, c'est une commande, donc on travaille pour Seine-Saint-Denis Habitat et on est co-traitant de Jean Marin, architecte, qui est mandataire du groupement pour la réhabilitation associé à Charles-Henri Tachon. Donc nous, on travaille sur des espaces résidentiels. Sur ce projet. Donc c'est donc un projet qui a une vie complètement différente de celle de la cité de la Noé. C'est quand même une cité classée patrimoine remarquable du XXe siècle qui a été très peu démolie. Le projet d'origine est aussi pharaonique, donc c'est 1500 logements et par contre c'est dans un contexte de population, il y a 35 000 habitants à Bobigny, la greffe est un peu moins compliquée à faire prendre qu'à Chanteloup. Voilà, on reconnaît ces formes de longueur incroyable de bâtiments avec ces petites tours très particulières qui ont des proportions assez inattendues et là encore une référence à un espace emblématique italien qui est la place des Miracoli à Pise qui était la référence pour cette grande prairie plantée de tours. Donc il y a toujours un enjeu chaillot de noblesse des espaces dans un contexte très contraint économiquement, de HLM, voilà, et de nécessité de bâtir beaucoup à bas coût. Donc la cité de l'Abreuvoir, elle est donc assez bien entretenue. Il y a beaucoup d'espaces verts, mais peu d'usages. Il y a beaucoup de quads, mais peu d'autres usages. En fait, il y a quelques familles qui pique-niquent. Et puis, il y a des ambiances... Donc, il y a une générosité de ces espaces qui sont en relativement bon état. Par contre, les ambiances sont très réduites. Il y a deux ambiances. Il y a les mailles et les clairières qui sont des trames arborées monospécifiques très denses et très sombres. Voilà les clairières. Et donc les grandes pelouses qu'on a vues avec des arbres. Donc c'est tout. Et en périphérie, les voies de desserte qui sont aussi les lieux d'entrée dans les bâtiments où on a relégué un peu les voitures et qui sont traitées de manière un peu qualitative, un peu remplies de stationnement. Voilà. On est assez mal accueillis chez soi dans ce contexte, alors qu'il y a une vraie qualité des espaces extérieurs par ailleurs. Juste, quand même, c'est une cité qui a peut-être moins souffert que Chanteloup, mais dans laquelle la plupart des habitants sont là parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Donc il y a quand même une image aussi très, très dégradée de ces logements et des bâtiments en assez mauvais état. Juste pour situer quand même et vous donner l'échelle de cet espace qui est aujourd'hui entièrement résidentiel. Ici, c'est le parc de la Bergère, là, le canal de l'Ourcq. Donc, c'est une échelle énorme, en fait. C'est vraiment l'enjeu d'aménagement, il est plus que celui d'un espace résidentiel classique. Et par ailleurs, ce qu'on voit en sombre, c'est la partie centrale de la cité qui va être plus tard rétrocédée en espace public. Ce qui nous a beaucoup plu dans ce projet, c'est l'aspect, la composition presque, volontairement artistique de ce projet. Là, c'est un schéma qui reprend un peu les motifs du site. On ne sait pas tellement ce qui est de l'ordre du bâti ou du paysager, mais c'est pas très important. En fait, les masses d'arbres sont presque aussi volumineuses que les bâtiments et les serpentins. Et on trouvait qu'il y avait un plaisir dans la recherche des particularités spatiales de ce projet urbain. Il y a vraiment des jeux assez intéressants avec ces grandes linéarités bâties qui parfois peuvent être oppressantes. Ici, elles le sont pas tellement, elles sont plutôt marrantes. Et puis ces tours comme des petits objets qui dialoguent avec les arbres. Il y a un côté très ludique de cet espace et il y a un jeu sur la couleur qui est assez fort.
qui est dégradé, mais sur les pignons, les façades, les thèmes colorés participent à l'animation des parcours. Et donc, on a eu envie, dans le projet paysager, de retrouver un peu le même enthousiasme qui est présent dans ce projet bâti dans les extérieurs. C'est-à-dire qu'on trouvait que les parcours étaient animés par ces volumes bâtis, mais pas tellement par les ambiances présentes dans les espaces plantés. Donc on a proposé tout simplement de contraster les secteurs. Il y a aussi un concept d'Ayo qui est celui de la ville confuse, qui fonctionne assez bien. Dans cette cité, on se repère très mal. Et donc, on avait envie d'affirmer ici un caractère plutôt ouvert au niveau des tours, qui est celui de l'existant, et de contraster celui des petits bâtiments tripodes qui ressemblent à des grandes maisons, de venir bâtir une densité végétale et intimiser ces bâtiments et introduire toute une diversité de strates intermédiaires végétales qui sont aujourd'hui pas du tout présentes, notamment pour mettre à distance les rez-de-chaussée, protéger les logements et voilà, apporter un peu de diversité dans ces ambiances. On avait envie, ce petit schéma, pour expliquer aussi qu'on avait le parti pris d'amener cette réflexion sur la couleur dans les extérieurs, et notamment par le maillage des sols. On trouvait que les cheminements, donc la trame de cheminement d'époque est complètement obsolète, elle a disparu, elle est très peu empruntée. Donc on a rebâti une trame, mais qui pour nous pouvait aussi jouer avec la composition bâtie et proposer aussi de faire venir l'identité de parc, y compris dans les voiries périphériques qui sont aujourd'hui, comme on l'a vu, très peu qualitatives. Donc arriver à développer un maillage de chemin à la fois efficace et à la fois ludique et participant à la composition du site. Voilà, avec ces différents gabarits de chemin et puis cette particularité, ce qu'on a appelé la ligne. On travaille sur des espaces résidentiels qui vont en partie être rétrocédés en espace public, mais c'est une opération de résidentialisation pour laquelle on n'a pas besoin de clôturer, donc ce qui est quand même vraiment super. Tout va rester ouvert et donc la nécessité... ce qu'on nous a demandé, c'est de trouver un système pour marquer les limites résidentielles, tout simplement pour les questions de gestion, en fait, que le personnel qui entretient les jardins de la résidence sache où s'arrêter. Donc on a proposé cet élément qu'on a appelé la ligne, qui est pas vraiment un chemin, qui a un gabarit de 60 de large, qui est un élément presque de l'ordre du land art, qui va se déployer dans le site, voilà, qui va venir limiter ces espaces par un ruban rouge à travers les espaces extérieurs. Quelques croquis qu'on a fait pour raconter un peu les ambiances ici dans les voies, avec des enjeux de désimperméabilisation des sols, de redonner ces voies aux piétons en priorité, avec des systèmes de voies partagées. Et puis ici, ces cheminements rouges, avec ces strates intermédiaires qui viennent mettre à distance les bâtiments, et puis des arbres plus petits, des cépets, des grands arbustes qui viennent aussi offrir des échelles un peu intermédiaires. Voilà quelques collages qu'on a réalisés avec les architectes. Et puis aussi cette notion d'entrée de hall extérieur où on vient un peu accueillir les gens chez eux, loin des rez-de-chaussée qui sont très proches des portes d'entrée, pour intimiser ces espaces d'habitat et puis offrir des lieux de convivialité et des seuils d'entrée plus visibles. Voilà un petit schéma. Évidemment, on a eu envie de s'amuser par les palettes végétales sur les questions de couleurs. Donc on a travaillé des palettes volontairement un peu avec des floraisons exubérantes, très horticoles, voilà, qui mélangent des arbustes, des vivaces, et on s'est attaché à ce que ces événements floraux soient présents tout au long de l'année. Voilà, je vais conclure. Je vous lis une autre... on avait envie de vous lire une autre citation d'Émile Ayo. Il est merveilleux d'avoir inventé un lieu, une série de lieux. Merveilleux de tenter de faire passer le temps dans le lieu. Cet élément mystérieux, surprenant,
on ne peut essayer de le réintroduire que par un cheminement mental poétique, à la manière de l'artiste qui, un jour, crée un morceau d'éternité. Donc, on avait envie, pour boucler avec l'introduction de cette présentation de nos projets, c'est vrai qu'on avait envie de terminer sur ces projets d'Ayo parce qu'il a une manière de s'emparer de la question du récit et voire même de la fiction en projet qui est assez exacerbée, qui est presque littérale et qu'on trouvait intéressante. Néanmoins, c'est vrai que peut-être c'est aussi une caractéristique de notre posture de paysagiste, mais c'est vrai que par rapport à aussi ce contexte de commande dans lequel a travaillé Ayo, avec une forme d'urgence et de nécessité, presque une forme d'héroïsme à bâtir énormément d'un coup, ce contexte suggère presque un roman et un récit de projet qui s'écrit sur une page blanche. Et c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est justement de raconter notre histoire en se glissant dans toute une série de récits historiques, de récits personnels, géographiques. Donc, c'est ça aussi qui nous semble important, c'est de rassembler tout ça, peut-être de trouver, nous ce qu'on cherche c'est à raconter notre récit personnel, y introduire aussi des éléments sensibles et qui sont propres à notre vision des choses, mais qui sont partagés en fait avec tout un tas d'interlocuteurs et qui sont nourris de toutes ces histoires de projets précédentes, futures, voilà, et sous-jacente à toutes ces réflexions. Merci beaucoup pour cette très belle conférence et aussi, je pense, j'ai oublié de dire que dans le cadre aussi des ateliers en projet en semestre 6, c'est question de raconter, enfin, donner le parole en quelque sorte au grand paysage, au territoire. Cette mise en récit est extrêmement importante. J'avais peut-être avant de faire tourner, sans doute, il y a des questions dans la salle. J'avais une question sur cette mise en récit partagée, que peut-être si vous pouvez parler un peu dans le processus par rapport à vos interlocuteurs. Est-ce que parfois c'est des interactions avec les usagers? Comment vous travaillez trouver un récit qui fédère un peu des acteurs autour, peut-être avec un exemple, comment ce récit émerge avec aussi effectivement des éléments qui sont de votre imaginaire, vos récits. Peut-être, je pense qu'il y a sur cette question du partage, peut-être sur les Siroutes et Chanteloup-les-Vignes, ça me paraît assez caractéristique de ça, parce qu'il y a, enfin, notamment sur les Siroutes, peut-être tu pourras en parler plus, mais il y a des interfaces avec tout un tas de projets. À Chanteloup, c'est notre maîtrise d'ouvrage, c'est un aménageur, mais on a aussi des interfaces permanentes avec la communauté urbaine, la ville de Chanteloup, et on a aussi un AMO concertation, donc des échanges avec les habitants. Donc c'est vrai que sur ce projet urbain, il y a vraiment plein de voix à rassembler. Et donc le récit propre, c'est vrai que nous, on l'a bâti... c'est un contexte très difficile à Chanteloup parce que beaucoup de problèmes, des enjeux sécuritaires, des enveloppes budgétaires assez réduites, donc c'est assez contraint économiquement. Mais bon, il y a une partie du récit qu'on nourrit de tous ces échanges. Il y a des réponses aux problèmes. Et puis, il y a aussi la part du plaisir de conception qu'on a et qu'on amène parfois en souterrain. C'est vrai qu'il y a des références à Ayo qu'on n'a pas forcément revendiquées dans les échanges avec notre maîtrise d'ouvrage, mais qui faisait partie, nous, du récit, de la petite histoire qu'on avait envie de se raconter. Et c'est pas grave si on le raconte différemment aussi à notre maîtrise d'ouvrage, à nos copains, aux habitants. Bon, il y a aussi...
parfois un parallèle de récits comme ça qui peut s'opérer. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux passer le micro dans la salle. Bonjour. Est-ce que ce récit, il se prolonge? Est-ce que vous avez eu écho ou est-ce que vous êtes allé écouter les récits des gens qui maintenant vivent vos projets? Ça démarre tout juste, ça. Au bout de 10 ans, ça commence tout juste. On a eu une première invitation sur un projet très proche d'ici, dans un îlot urbain, par les habitants qui étaient très heureux d'habiter dans les logements sociaux dans lesquels ils sont et qui ont appelé les architectes et les paysagistes à venir raconter effectivement comment le projet avait été construit pour comprendre. Alors effectivement, ça se raconte pas forcément de la même manière après, mais ça démarre tout juste. Merci. D'autres questions? Je vous remercie beaucoup pour cette conférence qui, effectivement, je pense est très utile pour nos étudiants parce qu'en S6, on les initie à la question non seulement du projet urbain, mais à la conception à une grande échelle, en tout cas, et aussi à la construction du récit qui est très important. Il s'initie à l'analyse géographique, l'analyse historique et comment tout ça peut alimenter et faire du projet. Donc on est en plein dedans, donc cette conférence tombe très très bien, je pense, pour eux. Moi j'avais deux questions, là, c'est plus précises, on va dire. C'est sur le projet de la Grange Leroy, parce que j'ai pas bien compris finalement l'issue de ce projet. C'est-à-dire que j'ai bien compris cette histoire incroyable de superposition de terres. D'abord les terres polluées du Stade de France, puis des terres non polluées, si j'ai bien compris, du Grand Paris Express, donc qui viennent confiner les terres du Stade de France. Et par contre, ça a un petit peu manqué, enfin voilà, c'est aussi une question de temps, donc c'est pour ça que j'aimerais vous poser cette question. Vous avez parlé de projets de pentes cultivables, etc. Donc finalement, le résultat des courses, c'est que c'est plutôt un parc, un jardin, d'agrément, on va dire, un grand parc, ou est-ce qu'il y a vraiment un projet économique de développement, je sais pas, du pâturage, d'une certaine de culture, etc. Ça, c'est ma première question, et je vous pose la deuxième, et après, comme ça, je vous laisse répondre. La deuxième, c'est sur le projet de la cité de l'Abreuvoir à Bobigny, et une des premières choses que vous avez dites, c'est dans les usages, c'est les quads. Et ça, c'est terrible. Enfin, je veux dire, c'est très impressionnant de se dire que, enfin, d'imaginer qu'il y a cet usage-là dans cette cité. On sait que ça existe, je veux dire, mais là, dans une cité de logement, enfin, on peut imaginer ce que ça veut dire comme comme dureté en fait de l'espace et puis de difficulté à vivre aussi pour ceux qui ne sont pas sur le quad. Donc finalement, comment vous avez su faire avec ce sujet, faire un projet, comment vous avez contourné ou pas, enfin voilà, c'est un vrai sujet, donc c'est un peu piquant, un sujet piquant, et je ne sais pas comment vous l'avez résolu. Voilà. Je ne sais pas si on l'a complètement résolu, mais en tout cas, pour revenir à la Grange Leroy, en fait, c'est un projet, l'origine, c'est vraiment un projet agricole, et en fait, au préalable de toute l'opération, il y a eu un appel à projet agricole. Donc on a été tout de suite mis en relation avec un porteur de projet agricole qui avait répondu à l'appel d'offres, qui avait un projet particulier qui a constitué notre cahier des charges, qui s'est un peu dissipé en cours de route parce que le porteur de projet en question avait aussi un projet culturel sur le château qu'il essaie encore de racheter. Mais le château, je vous ai épargné tous les détails, mais
c'est encore plus compliqué que ce que j'ai raconté tout à l'heure, mais le château a été vendu à la découpe à des fonds de pension en même temps que le projet de golf. Donc il y a des multipropriétaires dispersés dans le monde qui ont tous des petits bouts qu'ils ne veulent pas vendre, ce qui fait que le château se dégrade à une vitesse folle. Enfin, nous, à chaque fois qu'on y va, il y a un trou dans la façade. Donc c'est extrêmement compliqué, donc il a un peu du mal à mettre en œuvre son projet. Mais donc il avait en parallèle, donc c'était tout un projet un peu... un montage d'une fondation culturelle sur l'art numérique, d'un projet agricole, puisque lui, il s'était installé comme agriculteur, il était en parallèle journaliste et, à l'occasion, prince de Moldavie et ingénieur forestier. Et donc, ce monsieur avec qui on a travaillé en partie au début, en fait, avait un projet de plantation de noyers. Et donc, on avait travaillé avec la Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne d'abord sur comment rendre opérationnel. Donc, toutes les pentes, elles étaient cultivables pour des machines, pour récolter des noix. Enfin, il y avait eu toute une faisac qui a duré assez longtemps. Et donc, nous, on a fait des plans de plantation pour des noyers. Les premières images, c'était des vergers, en fait. Donc, c'était... Et puis, au fil des ans, le projet a duré longtemps. En fait, on a travaillé avec des experts en noix de la Chambre d'agriculture de l'Isère qui nous ont dit que c'était de plus en plus délicat d'imaginer d'avoir des noix sans irrigation, y compris au nord de la Loire, et qu'il fallait abandonner le projet, en fait. Donc, le projet de noyer a été abandonné récemment et s'est transformé en projet de pâturage et de maraîchage et d'éco-pâturage, enfin du coup une dimension agricole beaucoup plus réduite en fait. Mais c'est pour ça que sur les images il y avait des hangars assez importants, on avait travaillé avec lui à leur insertion, ils ont été déposés aussi, il y a un permis qui a été déposé, en théorie il avait de quoi faire avec beaucoup de machines en fait, et ça s'est beaucoup réduit. Mais en tout cas il n'y a pas pour l'instant de parc d'agrément, le site reste fermé. Il y a en parallèle, je pense, encore des activités de paintball. Mais bon, on est aussi loin de tout. Hein. On est quand même collé à la LGV, en haut du plateau de la Brie. Il n'y a pas beaucoup de connexions. Mais bon, on y a travaillé quand même. La commune d'à côté s'est rattachée au projet. Ils travaillent à des pistes cyclables. L'idée, c'est petit à petit quand même guider des gens dans ce domaine. Mais bon, pas de parc en tout cas. Et je passe la parole à Céline pour les quads. Oui, bon, le sujet des quads, c'est vrai que le jour où on a pris la photo, il faisait très beau et c'est vrai que c'était étonnant, il y avait très peu d'usage, à part il y avait un petit groupe de personnes qui faisaient des allers-retours et c'est vrai il y a plusieurs habitants qui en ont parlé, c'est revenu régulièrement, mais en fait, je pense que c'est un problème un peu récurrent. On a aussi le problème des scooters qui revient souvent. C'est en fait à l'Abreuvoir, il y a juste je pense un problème de surdimension des espaces d'origine avec des très grands cheminements. Il y avait des espèces de places énormes enstabilisées qui se sont petit à petit enfrichées, donc qui peut-être aujourd'hui suggèrent ce genre d'usage parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde en fait. Donc comme il n'y a pas beaucoup de monde, il y a la place pour ça. Il y a une densité d'habitants très faible par rapport à la taille des espaces extérieurs. En fait, là où il se déploie, c'est sur le mail central et c'est une partie du site qui va être rétrocédée en espace public. Donc finalement, on n'a pas la main sur cet espace-là à proprement parler. Par contre, c'est vrai que dans le travail du maillage de cheminement, les courbes nous semblaient aussi appropriées, avec des gabarits de chemin très, très étroits qui fonctionnent pour les flux piétons qui existent aujourd'hui, mais qui ne sont pas très propices à des usages de véhicules à moteur de ce type-là. Voilà. Mais bon, d'une manière générale, si on veut faire des espaces confortables pour les PMR, en général, ils sont confortables aussi pour les scooters ou ce genre de choses. Donc, il faut trouver le bon équilibre, quoi. Voilà. D'autres questions? J'ai une question sur peut-être la suite. Je pense dans les projets dans les sites d'IO, il y avait cette très belle lecture de géographie, la pente, la topographie,
interpréter certaines parties des bâtiments comme des belvédères, enfin cette question des vues, tout ça. C'est donc une sorte de un nouveau récit pour ces bâtiments, en quelque sorte, cet ensemble architectural. Est-ce qu'il y a une suite pour ça? Ça a été intégré, donc de développement aussi dans le futur? C'était oui, c'était le schéma avec les courbes de niveau de Chanteloup, hein, c'est ça. Oui, bon, on a trop de diapos, mais je pensais que j'y arriverais plus rapidement. Non, en fait, oui, c'est pas vraiment un principe qu'on a mis en œuvre. Voilà, c'était ça. Oui, en fait, l'idée, c'était que justement dans nos espaces publics et dans les espaces dans lesquels on travaille, on arrive à affirmer ces situations de balcon qui étaient en partie dessinées par Ayot, mais finalement assez peu, parce qu'il a plutôt eu tendance à aplanir beaucoup les espaces. Et donc ça, nous, on l'a mis en œuvre dans les deux exemples que j'ai donnés. C'est là où on a pu surligner un peu ces jeux de topographie, et notamment ici en bas sur l'espace, pardon, je ne suis pas dans le bon sens, du collège, où on a dessiné une grande estrade. En fait, c'était ce type d'éléments, en fait, de jeux topographiques pour appuyer ces situations de balcon. Oui, mais comme c'était quelque chose où on voit une stratégie plus large, qui a un potentiel, que la ville intègre peut-être cette idée qui pourrait peut-être c'est vrai que c'est aussi un élément dont ils nous ont parlé sur la question du végétal et de la strate arborée. En fait, ils avaient envie qu'on, dans nos schémas de conception, on prenne en compte l'ensemble des espaces, parce que c'est une volonté qu'ils ont de le développer sur l'ensemble de leurs espaces. Donc oui, c'est vrai que les principes qu'on développe, je pense qu'il y a un sujet, il y a un enjeu de prise en compte à plus grande échelle. Ouais. Merci pour la présentation. Avant de commencer votre présentation, il y avait des petits films d'animation qui tournaient en boucle et qui m'ont occupé et que je trouvais super et parfois très drôle même, et qui racontaient déjà chacun un récit. En fait, c'est des petits films d'animation, de récits, et qui permettaient pour certains de voir une situation différemment, de voir un regard nouveau sur un plan, et puis c'est la tortue, et je sais pas là, c'est absolument génial. Et après, dans la présentation, alors peut-être parce que c'est en face des étudiants en architecture, je n'ai pas retrouvé cette façon de voir différemment des choses qu'on a déjà vues 1000 fois, et en les regardant différemment, on change leur statut, leur charge symbolique, et ça permet aux gens aussi d'y adhérer différemment, de voir tout ça différemment, etc. Donc c'est déjà le changement de regard qui fait projet. Et je n'ai pas vu ça. Après, j'ai vu du projet plus ou moins... c'est pas du tout péjoratif, mais bon, on plante des arbres, on fait de la topographie, c'est in fine assez classique, type d'intervention. Mais quel rôle jouent ces petits films? Alors, est-ce que c'est pour vous pour travailler? Est-ce que c'est diffusé? Est-ce que c'est un outil de communication? Vous les faites vous-même? Est-ce que c'est montré? Est-ce que c'est important pour faire adhérer les habitants à un projet? Quel est le rôle de ces petits films que je trouvais, encore une fois, très très bien, et que je trouve un peu absent dans le reste étant globalement assez classique. Je ne dis pas que c'est sans intérêt, tout au contraire, mais c'est juste, ça change totalement la manière de. Et pour moi, les récits, je les ai vus surtout dans les petits films, et je les ai moins vus après. Alors, beaucoup de questions, je sais, mais désolé. Alors, je vais tenter de répondre à votre question. C'est vrai que l'angle d'attaque qu'on a pris, c'était plutôt d'expliquer la démarche. Donc c'est vrai qu'on a peut-être un peu expliqué le comment faire ou comment ça s'est fabriqué. Peut-être justement en zappant cet aspect ludique ou poétique. Par ailleurs, c'est un travail qui a été fait par Joshua Eman, qui est un ami et graphiste avec qui on collabore depuis 15 ans, qui à l'occasion d'une carte de vœux s'est emparé de certains de nos projets, de nos dessins, et a
inventer ces films, illustrations en fait. Mais c'est des choses qui sont... Enfin, lui, il s'est inspiré de notre univers, de notre manière de travailler et des dessins qu'on avait pu faire et de comment on voyait les sites. Et il a raconté des histoires à partir de ça. Il a, comment dire, bricolé des films en prenant des morceaux de choses qu'il a collés. Mais c'est quelque chose derrière lequel nous, on se reconnaît complètement. Et c'est pour ça aussi que... Enfin, c'est lui qui avait réalisé l'image iconique qu'on porte depuis le début de l'agence des chevaux de bataille. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Où c'est pareil, c'est des éléments de nos projets qu'il a recombinés avec la tapisserie de Bayeux. Et voilà. Donc c'est pas directement, littéralement des éléments de nos projets, mais c'est à partir de nos projets qu'il a retravaillé ça. Et on espérait que ça illustre assez bien notre manière de voir les choses. Mais c'est vrai qu'on a peut-être été un peu scolaire ou technique sur certains aspects, mais ça nous paraissait important, comme paysagiste, avec des étudiants en architecture, de raconter aussi comment on pensait les choses et comment, justement, d'essayer d'expliquer ce moment du déclic ou ce moment du diagnostic où on commence à fabriquer ce récit et à fabriquer cette histoire. Mais après, c'est vrai que on aurait pu... Céline, tu voulais parler, mais en fait, effectivement, Joshua Eman, c'est lui qui a créé ces petites fictions, mais c'est avec des images de nos projets très récentes et des personnages qu'il a créés pour nous, avec nous, depuis 15 ans, en fait. Les différents personnages qui se promènent là dans les paysages. Ce barbu, par exemple, il vient de la création d'Atelier Roberta, quand on a travaillé avec lui sur la création du logo et de notre identité visuelle. Et je pense que c'était même un premier personnage qui parlait du collage, qui parlait d'une volonté... des choses qui nous touchaient et avec lesquelles on avait envie de travailler, qui était de pouvoir avoir un côté à la fois brut et à la fois qui va chercher la poésie des choses. Les images qui existaient avant, c'était ce barbu qui buvait du thé dans une robe à smock. Et je pense que en fait, c'est aussi, pour nous, c'était aussi une façon de voir comment lui retrouvait tout ce qu'on s'était raconté dans les projets tels qu'ils étaient aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est pas forcément de façon aussi littérale que nous, on raconte nos imaginaires aux différents acteurs avec lesquels on travaille. Et après, il y a peut-être une dernière chose, c'est que c'est aussi, on parlait du fait qu'on travaille à des échelles assez extrêmes, enfin du tout petit aménagement qu'on va faire nous-mêmes, on en fait moins maintenant, mais à des études de territoire. Et c'est vrai qu'il y a là, on a parlé de beaucoup de projets, enfin que des projets pas réalisés, et c'est aussi des choses qui se traduisent à la fin dans des détails qui sont peut-être aussi anecdotiques entre guillemets, ou qu'on n'avait pas forcément envie, ou qui sont pas encore nés en fait dans le processus de projet. Donc c'est vrai que c'est des petites histoires qui sont présentes. C'est la poésie du projet qu'on a en nous, qu'on développe petit à petit, et parfois ce qu'on veut, c'est avoir un projet bien composé, fonctionnel, robuste, qui réponde au programme, et c'est peut-être ça qu'on a essayé de raconter de manière un peu simple. Et puis après, la poésie, elle va se trouver dans des détails, des accessoires de plantation, j'en sais rien, une couleur, des choses peut-être plus de l'ordre du détail, parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous, et que là, on n'avait pas la matière à rentrer encore dans ces détails. Mais c'est une poésie qui peut arriver peut-être à la toute fin du projet aussi, et qui est latente dans la réflexion, quoi. Je ne mettais pas du tout en cause qu'il n'y ait pas de poésie dans les projets, tout ça, c'est pas du tout la question. C'était, est-ce que vous les utilisez, ces petits films, pour parler aux habitants, aux élus et tout ça? Pas du tout, c'est pas un outil. C'était vraiment des cartes de vœux. C'est des cartes de vœux, en gros. Mm. Oui, d'accord, ça s'arrête là. Okay. Merci beaucoup.
Je n'ai pas regardé le temps, mais comme j'ai une autre question, je profite. C'est peut-être pas une question, mais il y avait plusieurs collages de Jacques Simon, de très belles collages, et effectivement, il y a une sensibilité à ce dispositif de collage qui souvent est inclusif, qui permet de parfois mélanger des récits, même dans le... Parfois, il y avait un moment où vous dit, voilà, ce paysage, cette photo est presque comme un collage. Enfin, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, dont ce n'est pas une question que j'attends réponse, mais que je trouve il y a cette continuité dans le collage que vous avez revisité dans vos projets, ou même parfois avec la couleur qui vient, la manière d'intégrer le paysage comme une sorte de collage qui est inachevé, qui a une certaine poésie d'intégrer, de dialoguer avec quelqu'un qui était déjà là. Merci beaucoup pour cette intervention et j'espère que voilà, à une autre occasion, on peut échanger. Et puis voilà, merci beaucoup pour la conférence.